J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous parler de la question de l'art et de ses répercussions positives dans le cadre du harcèlement scolaire. Alors que faut-il entendre par art ? Il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il existe des classes qui sont plus spécifiquement touchées par l'artistique, qui peuvent accueillir des ateliers périscolaires. Ce sont des personnes qui proviennent d'associations ou des professionnels de l'art qui interviennent à la fin des cours dans un dispositif qu'on appelait Projet local d'éducation concertée, les PLEC. Et il faut savoir que ces différents dispositifs permettent de pouvoir mesurer des vraies avancées en termes de prévention au harcèlement. Et d'ailleurs, c'est dans cette volonté que j'ai voulu structurer mon intervention avec quatre dimensions. La première, vous faire état de ce qui existe aujourd'hui vis-à-vis de l'art à l'école, dans la mise en place d'ateliers dont je vous parlais. Je vais vous présenter une charte qui existe au niveau artistique et culturel. Vous avez également ensuite une structuration que j'ai voulu faire avant, pendant, après le harcèlement, c'est-à-dire un travail prévention artistique, pendant, c'est-à-dire comment essayer de résoudre, comme il existe d'ailleurs des résolutions de conflits avec l'artistique, et puis après, c'est-à-dire la guérison, la reconstruction, tout un travail autour de la résilience. J'ai également, et je vous en ferai part, avec moi certains ouvrages auxquels j'ai participé qui touchent justement un travail autour du harcèlement moral, et qui sont lus aujourd'hui dans pas mal d'écoles primaires. Quand je dis pas mal, il faut compter une centaine d'établissements. Mais contrairement aux États-Unis, par exemple, eh bien, en France, on n'a pas encore de programme artistique véritablement cadré. C'est-à-dire qu'on va éveiller l'enfant à un sens de la créativité qui touche au droit civique d'ailleurs, mais on n'a pas, si vous voulez, une obligation vis-à-vis d'un programme comme il existe des programmes à l'éducation nationale. Donc sur ça, je vous expliquerai aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de livre. Donc Yvan, je vais te demander de passer. Juste pour que vous sachiez d'où vient la parole, je viens du monde du théâtre, donc je vais parler essentiellement de ce que je sais au niveau artistique, c'est-à-dire de l'art dramatique, que j'ai fait au Conservatoire de Paris. J'ai passé le diplôme d'État, donc pour être enseignante. Et puis très vite, mon idée, c'était d'utiliser ces techniques dramatiques au service d'un mieux-être collectif, en particulier pour aider des personnes victimes de syndrome post-traumatique, dont d'ailleurs tout ce qui va toucher au harcèlement. J'ai travaillé aussi avec des victimes de génocide, des personnes en camp de réfugiés, etc. Ce qui m'a obligée à avoir des réalités économiques. Donc j'ai fait l'ESSEC, puis l'Université de Boston, un doctorat sous l'égide du prix Nobel Elie Wiesel, qui m'a beaucoup enseigné sur cette notion des conséquences en fait ultimes, je dirais, du harcèlement. L'université de Harvard m'a demandé d'enseigner un cours sur théâtre et droits humains. La question du harcèlement en faisait partie. Et c'est à Harvard que je vais rencontrer certains professeurs qui aujourd'hui m'aident aussi à répondre à la question du harcèlement. Des professeurs que je vous présenterai dans quelques minutes et qui vont me conseiller en fait de pas seulement en parallèle travailler avec les victimes, mais également travailler au niveau des pôles décisionnels. Et il me disait que les techniques que j'utilisais au niveau artistique pouvaient très bien être utilisées aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde dans le monde du secteur public. Et aujourd'hui, je me retrouve à intervenir en tant que coach dans secteur public, secteur privé, sur tout ce qui va être prise de parole et un travail justement de meilleure communication. Puisqu'en fait, le théâtre, ce n'est que ça. D'accord ? Le théâtre, ce n'est que ça, c'est la possibilité de trouver une façon de s'entendre par l'oralité. Aujourd'hui, je partage donc mon temps entre artiste de l'UNESCO pour la paix, qui fait partie des ambassadeurs, qui est un travail non seulement pro bono, mais philanthropique, c'est-à-dire que c'est moi qui paye pour pouvoir faire mes différentes missions, et puis l'autre qui va être plus rémunérateur, qui est le travail de coaching, avec coaching individuel, collectif dans les entreprises et au niveau du secteur public et des ministères. On peut changer de slide, s'il te plaît. Donc, retenez bien leur nom, parce que quand on parle de harcèlement, et j'ai entendu des choses bouleversantes ce matin, et c'est vrai, on se dit, mais on est complètement démunis.
Et malgré le fait qu'on sent que la loi essaye de pouvoir, on va dire, cadrer les choses et que ça va dans le bon sens, on se rend compte que si jamais on veut faire bouger les lignes, en fait, la seule façon de le faire, ça va être par des initiatives qui vont venir en fait du collectif. D'un changement de paradigme pour repenser l'intelligence collective qui va venir aussi servir et aider, en fait, bizarrement, l'appareil législatif. Donc ces 4 professeurs que j'ai eu la chance d'avoir, pour moi, ce sont des personnes très importantes. Tal Ben-Shahar, ce professeur de psychologie positive, qui va travailler justement sur comment essayer, déjà en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant, de pouvoir, on va dire, essayer de pouvoir entrer dans ce rapport de mieux-être, de performance aussi de soi. Psychologie positive ne voulant pas dire positivisme, j'insiste, beaucoup de personnes, surtout en France, trouvent un peu déplacé d'imaginer cette notion de bonheur que l'on peut penser comme complètement désuet vu la violence et la misère du monde. En fait, bizarrement, c'est quand on va s'autoriser en fait à avoir accès à quelque chose qui va être paisible, qu'on va pouvoir commencer à aider les autres. Et ça, je le dis pour en particulier tous les adultes qui veulent aider, et même les moins adultes, pour des ados. Il y a des principes de psychologie positive qui sont basés sur les sciences, c'est très important, neurosciences, psychologie, sociologie. Et un des best-sellers que je vous conseille, c'est L'apprentissage de l'imperfection, qui est un livre merveilleux que vous pourrez retrouver facilement et que j'ai enregistré en tant que comédienne, en tant que voix de Tal Ben-Shahar. William Ury, vous l'avez en 2e position ici. William Ury, c'est le champion de la négociation. Il va beaucoup travailler sur cette notion de gagnant-gagnant. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui va créer le département de négociation à Harvard. Et c'est surtout celui, et je parle de l'harcèlement là aussi, pas seulement à l'école, j'y viendrai bien sûr puisque c'est le cœur de mon sujet, mais d'harcèlement au travail. Donc c'est lui qui va travailler sur les stratégies de contournement des comportements d'obstruction, passivité, agressivité, manipulation, comment ne pas se laisser manger. Et là aussi, en termes d'adultes, si vous-même, vous n'avez pas pu être au clair sur ces différentes stratégies, ça va être très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir se tourner et aider au niveau scolaire. Paul Ekman, homme merveilleux que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans. Intelligence émotionnelle, mais beaucoup sur la question du visage, des mimiques, sur la question du corporel, au point de devenir monsieur détecteur de mensonges. Si vous aimez les séries Netflix, il y en a une qui lui est dédiée, qui s'appelle Lie to Me. D'accord, et qui reprend en fait toutes les techniques que Paul Ekman a pu mettre à jour. Et puis je voudrais citer aussi, là aussi, à la fois pour enfants, adolescents et parents, sur tout ce qui va toucher la notion de gestion de stress, mais aussi du harcèlement, la docteure Edith Perrault-Pierre, qui est merveilleuse, puisqu'elle a créé les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, qui, en tant que médecins militaires, ont d'abord fait leurs preuves avec un public d'élite, qui, en 10 minutes devait être sur le front et donc dresser cette espèce de peur viscérale qui, malgré nous, nous prend. Donc gérer le stress. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ces techniques, à base de visualisation, prévisualisation de la réussite et respiration, pouvaient marcher pour tout public. Donc elle a ouvert médecins urgentistes, GIGN, puis aujourd'hui secteur privé, secteur public, et n'importe qui peut se former aux techniques top. Je vous conseille vivement de pouvoir regarder sur Internet, vous trouverez toutes les informations. On peut changer, on peut changer la slide. Et ici, bien sûr, pour moi, 3 personnes emblématiques, finalement, qui ont été victimes de harcèlement au plus haut niveau. Elie Wiesel, avec qui j'ai travaillé, qui lui aussi m'a enseigné par quoi commence le harcèlement. Et en fait, le harcèlement, il le disait souvent, ça commence lorsqu'il y a une victime et quand il y a en face l'indifférence du cri que la victime pousse. Ça, on a déjà une idée d'harcèlement parce qu'on a un acharnement qui va parce que trop difficile à reconnaître, trop difficile à empêcher ou tout simplement trop fatigant à pouvoir être pris en considération, laisser faire. Donc Elie Wiesel, c'est vraiment ce qu'il a pu m'apprendre, cette notion de ne jamais laisser faire et d'oser pouvoir aller contre. C'est-à-dire pas seulement dire « ok, je laisse faire et je pars », non, d'aller contre. Malala Yousafzai, avec qui j'ai travaillé aussi, vous voyez le livre que j'ai enregistré avec elle. Vous savez, c'est cette jeune femme qui a été poursuivie par les talibans pour avoir osé aller à l'école et revendiquer ce droit pour l'école, le droit à l'école pour les petites filles.
Et elle, en fait, dans la notion de harcèlement, en particulier sur les petites filles, elle, son idée, c'était de dire la seule défense que nous avons, c'est l'éducation. À la fois, bien sûr, le rôle des parents, mais le rôle de la scolarité. Et puis, bien sûr, le docteur Mukwege, qui, lui, va travailler contre le harcèlement, en particulier harcèlement sexuel et violence sexuelle des femmes au Congo, prix Nobel de la paix, qui, lui, va justement travailler sur la notion de diversité, d'inégalité, et qui va aussi être quelqu'un qui va beaucoup m'inspirer, parce que je vais travailler avec lui, sur comment l'art peut aider à la reconstruction de ces femmes au niveau théâtral. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de personnalités, justement pour essayer de les sensibiliser à cette notion de comment par l'art, et en particulier l'art de l'oralité, on peut réussir à véhiculer des messages qui vont être des messages importants d'ouverture contre le harcèlement. Et là, donc vous voyez, moi j'ai eu la chance de rencontrer le pape, le Dalai Lama, Simone Veil, etc., qui ont tous reconnu, on va dire, l'importance de l'art et de la créativité. Cependant, le reconnaître, ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir comment ça marche sur le terrain. Et là, on va être très concret puisque je vous ai dévoilé ma vie et mon œuvre. Donc, rentrons maintenant dans le concret. Lors de mon intervention, je l'ai dit, d'abord je parlerai de l'art comme véhicule humaniste contre le harcèlement. On va voir quels sont les textes, non pas de loi, puisque je reconnais bien entendu mon ignorance face en particulier aux très belles interventions de ce matin, mais au niveau de ce qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Je vous parlerai de cette charte qui existe, qu'il faut que vous connaissiez, puisqu'en fait il y a certains mots, même si le mot harcèlement n'y est pas, il y a certains mots qui nous laissent à penser de l'importance que l'art peut avoir contre le harcèlement. Et moi, bien sûr, vous pouvez sentir, j'essaye de militer pour faire en sorte que l'on puisse, dès le plus jeune âge, oser parler de ces questions. Ensuite, je parlerai d'un exemple de prévention artistique du harcèlement au travers, bien sûr, d'une expérience théâtrale avec une des écoles dans laquelle j'ai pu intervenir. Pendant le harcèlement, le rôle cathartique de l'art, donc comment est-ce qu'on prend en charge par l'art et l'art-thérapie une personne victime de harcèlement. Au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'on va travailler main dans la main avec des personnes au niveau assistance sociale et qui va intervenir à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Et puis ensuite, guérir du harcèlement par l'art. Donc là, on se situe post-harcèlement. Donc on commence déjà par vous faire découvrir, si vous ne le connaissiez pas, cette notion d'éducation artistique qui est reconnue au niveau artistique et culturel, qui est reconnu comme indispensable à la démocratisation culturelle, à l'égalité des chances. Alors, bien sûr, le mot harcèlement n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que la notion d'éducation va se focaliser sur ce que l'on veut obtenir et pas ce que l'on veut prévenir. Et on le voit ça à chaque fois qu'on va parler de l'école, quelquefois. Et vous verrez qu'aujourd'hui, je terminerai par ça, il y a même des contes que l'on va faire sur des questions d'inceste, sur des questions terribles. Et on a toujours la question, voilà, comment est-ce qu'on s'adresse aux enfants pour qu'en fait, ce que l'on nomme ne devienne pas réalité. C'est-à-dire que si jamais on met des mots sur quelque chose, alors que les enfants n'ont même pas d'idée que ça existe, est-ce qu'on ne va pas déclencher quelque chose ? C'est aussi tout ce qui va toucher au niveau de l'éducation sexuelle, etc. Est-ce qu'on ne risque pas de réveiller quelque chose à l'enfant qui, lui, vous voyez, absolument aucun problème. Donc il n'y a pas ce discernement qu'on a au niveau de l'adulte. Donc vous allez voir que dans ces mots, on a des choses amélioratives, on a des choses très positives, mais on n'a pas ce qu'on essaye de combattre. Et je trouve que quand on s'adresse à des adultes, il faudrait quand même être très précis sur ce que l'on veut absolument éviter. On a entendu ce matin les peines auxquelles vont se trouver les harceleurs, qui sont quand même, on va dire, assez conséquentes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça d'emblée, je trouve, lorsqu'on va parler d'éducation artistique et culturelle ? N'oubliez pas, et ça je le dis en tant qu'artiste et on va dire très impliqué dans tout ce qui est culturel, que nous sommes des non indispensables. Ça vous dit quelque chose, ça, les non indispensables ? Pourquoi ? Rappelez-vous la Covid. Les cinémas, on ferme. Les théâtres, on ferme. Le monde artistique, on ferme. Les musées, on ferme. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'art et de la culture, et même à l'UNESCO, on essaye de faire ce travail, de montrer qu'en fait, un être humain ne se façonne dans son comportement que par une culture dans laquelle il baigne, et une éducation qui, elle, va être une éducation de valeurs qui touche non pas aux sciences, qui touche non pas à quelque chose qui a à voir avec, je dirais, des repères très quantitatifs, mais au contraire, quelque chose qui touche à du qualitatif. L'humain,
c'est du qualitatif. Si on en fait du quantitatif, bien sûr, c'est un certain pourcentage d'eau dans le corps, un certain pourcentage de densité d'os, c'est un certain pourcentage de vitamines, de minéraux, mais quand on voit le comportement et quand on sent aujourd'hui la folie qu'il peut y avoir dans les établissements scolaires contre les professeurs, dans la violence aussi entre élèves, ça ne se résout pas avec des questions qui sont purement rationnelles. Il y a un énorme travail culturel et vous allez voir, j'ai même mentionné des artistes et des artistes très célèbres, très connus, très, on va dire, très à la mode, qui se battent contre le harcèlement, qu'il faut connaître, qu'il faut proposer d'emblée d'ailleurs aux étudiants et aux élèves pour qu'ils aient pas l'impression qu'on parle de valeurs de dinosaures ou de quelque chose qui soit très loin d'eux. C'est comment leur parler leur propre langage. Donc là, je reprends les textes. L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l'école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il conjugue l'ensemble des connaissances et des compétences que l'élève a acquises, des pratiques qu'il a expérimentées et des rencontres qu'il a faites dans les domaines des arts et de la culture. Et donc, Yvan, si ça ne te dérange pas, on a donc cette charte de l'éducation artistique, vous voyez, qui est très bien, et vous avez toutes sortes de valeurs qui vont être mises en exergue. Cependant, et rappelez-vous un des derniers discours de notre président au niveau de l'importance du théâtre, je l'avais bien salué, vous pouvez bien imaginer, dans les classes. Cependant, aujourd'hui, on est confronté à cette question. Comment est-ce qu'on peut proposer du théâtre à l'école alors qu'il n'y a pas plus de budget? Donc est-ce que c'est aux professeurs de français à imaginer à faire des heures supplémentaires pour le fameux club théâtre? Généralement, c'est ça qui se passe et moi je trouve formidable leurs initiatives. Mais au bout d'un certain moment, si le théâtre est déclaré comme outil artistique national, il faut pouvoir aussi, on va dire, structurer cette possibilité et essayer de comprendre quelle est la porte d'entrée. Moi, la porte d'entrée, c'est ce que je vais vous proposer de découvrir avec des initiatives très concrètes. Premièrement, je veux vous donner la liste des artistes, alors c'est des artistes américains, mais ils sont connus de tous, qui parlent d'harcèlement. Ces artistes, ils sont encore aimés de nos jeunes. Et moi, je pense qu'il vaut mieux écouter, je sais pas, un slam de Grand Corps Malade, plutôt que d'essayer de faire de très grands discours sur l'importance de ne pas harceler à l'école. Donc là, vous avez du Christina Aguilera, vous avez du Nirvana, vous avez du Taylor Swift, pour être un petit peu plus actuel. Bref, essayez de montrer comment on peut réussir à vraiment à se mettre sur la fréquence de communication de l'élève pour tout d'un coup lui faire réaliser « tu aimes cet artiste, voilà ce qu'il dit ». Et est-ce que tu te reconnais un peu dans ce qu'il se dit? Et comme on a bien entendu les vidéos, qui sont les vidéos musicales qui sont proposées, les clips vidéo officiels qui sont proposés par les chansons, vous le voyez ici par exemple pour Bullet for My Valentine, Walking the Dawn, vous le voyez bien, hein, c'est un petit enfant un jeune à qui on balance des choses sur lui. Donc il y a des vidéos très parlantes qu'on devrait étudier en classe. Et c'est ça, on devrait absolument intégrer la culture populaire pour faire en sorte de faire comprendre en fait ce dont il s'agit et qu'est-ce que le harcèlement. Donc on peut avancer sur ce cas pratique, on peut changer, sur ce cas pratique de prévention artistique du harcèlement qui est un atelier périscolaire que j'ai mis en place à l'école Cergy-le-Haut, qui est considérée donc comme, on va dire, une zone qui est assez compliquée. Et donc j'ai mis en place cette petite pièce de théâtre très intéressante qui a été préfacée par Jean-Claude Grimbert, écrite par Sylvie Bahuchet, La révolte des couleurs, et qui propose justement la compréhension d'une des couleurs qui va être rejetée, qui va être mise à l'écart par les autres couleurs, et comment est-ce qu'on va en fait comprendre que c'est par la richesse de toutes les couleurs qu'on va réussir à pouvoir avoir, on va dire, une peinture réussie. C'est une petite pièce que moi j'ai faite dans les petites classes, donc on se situe au niveau élémentaire. J'avais des classes de CP, CE1, CE2. On peut même aller jusqu'à grande section de maternelle, puisque ça commence à partir de 5 ans, 4, 5 ans. Bien sûr, représentation devant les parents, discussion en classe, ouverture aussi CM1, CM2 sur voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous êtes déjà senti exclu, etc. Avec des retours très intéressants au niveau des élèves. On peut changer.
Voilà. Avec justement ce double enjeu de sensibiliser au théâtre, c'est-à-dire ça travaille la communication, ça laisse la parole, et en même temps ça les aide à comprendre comment mieux accepter l'autre et parler de l'exclusion et du harcèlement en général. Message très simple, positif, et puis encore une fois, cette notion de harcèlement qui est traitée par les couleurs, elle est très vite comprise par les tout petits, très vite. Et donc immédiatement, intégration, avec mise en place en fait d'une sorte de dispositif de solution dès qu'il y a des mots qui vont être utilisés pour « je veux pas jouer avec toi »,« pas toi »,« méchant », etc. Donc là, on va parler immédiatement de la couleur en référence et immédiatement l'enfant va comprendre et donc va pouvoir accepter de revenir. Donc un petit peu comme si on avait un signal pour permettre une réintégration. Alors ça se fait pas bien sûr sans beaucoup d'heures de travail, mais ça marche très bien, on a eu de très bons résultats. Et c'était une classe qui avait des difficultés parce que on avait 5% d'enfants qui avaient certaines tendances à des pathologies, problèmes d'audition, problèmes d'autisme, etc. Donc c'est ces fameuses classes où on doit avoir un certain pourcentage d'élèves qui ont des difficultés. Et eux avaient des difficultés à s'intégrer. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Et donc à partir de là, en fait, quand on a fait cette pièce de théâtre, il y a eu vraiment un phénomène de réintégration beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un des premiers exercices. Je vous propose donc une deuxième possibilité d'utilisation du théâtre. C'est ce qui peut se passer pendant le harcèlement. Et ça, c'est le rôle cathartique. Vous savez que la catharsis, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut purger en fait son mal en l'exprimant. On le voit depuis Aristote, c'est cette fonction théâtrale. Je vais au théâtre pour en fait, par les yeux, être purgé de ce qui me mine. Ce qu'on a vu, ce sont des expériences de théâtre qu'on appelle le théâtre forum. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui marchent très bien. Alors là, on est beaucoup plus sur déjà, on va dire en milieu scolaire, un élève qui sait s'exprimer. Donc on va plus aller sur côté collège, lycée, parce que les petites classes sont incapables de pouvoir avoir une réflexion. Le théâtre forum vient d'Augusto Boal, qui a été un Brésilien qui a combattu le régime et qui a proposé en fait un théâtre participatif citoyen. Qu'est-ce que c'est que le théâtre participatif citoyen ? C'est très simple. Vous allez imaginer, voilà, que ici c'est une scène, vous êtes le public. Sur scène, je vais mettre, 3 comédiens professionnels. De l'âge, on va dire, de mon public, pour qu'il y ait identification. Donc si je parle à des lycéens, on va mettre 13, 14, 15 ans, même plus, un lycéen, je crois qu'on est plutôt 15-16. Donc on met 3 élèves de 15-16 ans. S'il y a eu une situation de harcèlement contre une fille, on va mettre 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille, là ils sont sur scène, les 2 garçons se marrent, et puis la fille attend le bus. Et là, les 2 garçons passent devant le bus, lui disent bonjour parce qu'elle fait partie de leur classe. Et l'un dit tu veux voir ce que c'est qu'une fille qui se fait avoir ? Et l'autre lui dit ouais, pas de problème. Et donc celui qui a dit est-ce que tu veux voir comment une fille se fait avoir ? Il va voir la fille, il lui dit bon salut, ça m'a fait plaisir de te voir. Il lui fait la bise et au dernier moment, l'élève dérape et il lui fait un smack. La fille reste interloquée et ils partent en se marrant. Okay, donc ça, c'est un premier acte, si vous voulez, qui va être un acte assez violent. Bon, donc on montre ça au public. Et on va lui dire, ok, on va reprendre cette scène et vous, public, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous pouvez remplacer celui qui se maque, donc le méchant. Vous pouvez remplacer son copain en lui disant, mais ça va pas. Vous pouvez remplacer la fille, qui peut très bien réagir. Vous pouvez faire un passant. Et donc, en fait, chacun va venir avec sa proposition. C'est ça le théâtre participatif. On rejoue le réel en donnant une autre possibilité au réel, avec d'autres mots, d'autres aussi, on va dire, éventualités de réalisation. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que dans les 500 établissements scolaires qu'on a fait, on a eu moins 20% de tentatives de suicide des personnes qui étaient harcelées, qui nous l'ont dit. On a plus 90% de la libération de la parole du harcelé, c'est-à-dire qu'il a été capable de pouvoir dire « moi, c'est ce qui m'est arrivé », parce que bien sûr, on échange, on débat après, et donc on a pu aussi confronter l'harceleur et l'harcelé. C'est-à-dire qu'un harcelé va pouvoir aussi monter sur scène en disant « moi, je voudrais faire un passant ».
Et donc, il va venir faire un passant, qui va voir, qui va dire « Excusez-moi, je viens d'assister à quelque chose, je comprends pas très bien. » Et donc, il va y avoir participation citoyenne. Donc ça, c'est aussi pour proposer de pouvoir intervenir dans un cadre de harcèlement scolaire. On peut changer. Merci. Et donc, dernière partie va toucher à cette notion de guérison du harcèlement par l'art. Importance du mieux vivre ensemble pour pouvoir échanger et se comprendre. Question de la richesse de la différence, couleur de peau, culture, système de pensée, religion, athéisme, agnosticisme, laïcité, citoyenneté, etc. Donc je voudrais terminer par vous donner des titres. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces titres dans les milieux scolaires et des titres que j'ai pu enregistrer. Alors, voilà. Alors j'en ai quelques-uns si vous en souhaitez. Ces ouvrages, les voici. Bastien et les Blipous vont à l'école. Ces ouvrages, ils sont basés sur la méthode d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Adèle Faber et Hélène Maslich sont deux femmes qui ont été des adeptes de Chaim Guinot. Chaim Guinot, c'est un homme qui a fui les camps de concentration. Il est parti aux États-Unis, puis ensuite il s'est réfugié en Israël. Et Chaim Guinot est le premier pédopsychiatre. Un homme incroyable. Sauf que, bien sûr, il a très peu écrit, mais il avait un nombre d'élèves absolument incroyable. Et donc, Adèle Faber et Hélène Maslich ont décidé de pouvoir écrire ce qui va devenir un best-seller pour tout parent qui veut travailler sur la psychologie positive, la communication non violente et le travail de l'éducation. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Voilà le titre de l'ouvrage. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est aussi simple que ça. Et ils vont le décliner, ça va avoir un succès absolument phénoménal. Parler pour que les tout petits écoutent, parler pour que les ados écoutent. Donc vous avez absolument toute la série, et ce sont des choses qui marchent. Encore une fois, c'est pas du positivisme, c'est pas de la méthode Coué en se disant c'est pas grave, il faut surtout pas que je le tape. Non, c'est pas ça. C'est vraiment travailler pour faire en sorte de ne pas blesser l'enfant. On parlait justement de la difficulté du harcelé à prendre la parole. Eh bien, c'est justement comment réussir à pouvoir libérer la parole dans le cadre de harcèlement. Donc, Bastien et les Blipous sont des contes que Hélène Maslich et Adèle Faber, ont pu écrire. Et vous allez voir qu'en fait, les Blipous, ce sont deux petits êtres, qui viennent d'une autre planète, qui vont proposer deux réponses aux difficultés que l'enfant peut avoir dans la vie. Bastien et les Blipous, c'était pour présenter la méthode, et puis Bastien et les Blipous à l'école vont directement toucher à cette notion d'harcèlement scolaire. Et je vais vous lire un extrait, sachant qu'encore une fois, moi je vous ai apporté les CD, vous l'avez aussi sous forme MP3 si vous n'avez plus de lecteur CD, mais je vais vous montrer justement ce que ça donne par rapport aux différentes recettes proposées. Alors ça en est une. Bastien, le petit garçon, vient de déménager et donc il essaye un peu désespérément de se faire accepter dans sa nouvelle école. Merci beaucoup Claire. On va le mettre comme ça. Voilà. Il essaye désespérément de se faire accepter dans sa nouvelle école. Bien sûr, les élèves, en particulier pendant l'épisode de la cantine, se moquent de lui en disant qu'il ressemble à un lapin. D'accord ? Il s'appelle Bastien Babin, et on l'appelle Bastien Babin le lapin. Et donc il ne sait pas quoi faire, et c'est pour ça qu'il rappelle les Blipous, ces deux petits êtres qui vont lui donner des conseils différents. Ce matin-là, aussitôt que Bastien entre dans sa classe, le garçon aux taches de rousseur lance « Regardez qui est là ! Bastien Babin le lapin !» Tout le monde regarde Bastien. Il sent la chaleur lui monter au visage. Encore une fois, ce sera la même chose. Il entend les Blipous, Maury et Groge, se disputer tout près de son oreille. « Je pense que Bastien devrait lui dire qu'il est un pauvre idiot et d'aller se tremper la tête dans un seau d'eau. »« Mauvaise idée, Gorge. Je pense que Bastien devrait faire semblant de n'avoir rien entendu et commencer à parler avec les autres enfants, à propos d'autres choses, comme les devoirs. » « Mais quel devoir ? Il n'y avait pas de devoir. » « Alors pourquoi ne pas essayer un truc comique ? » ?»« Ouais, dit Groge les yeux pétillants. Place une punaise sous sa chaise, verse de la colle dans sa casquette,
fourre une grenouille dans son pantalon. Mais pas ce genre de comique, dit Maury. Je veux dire, aller dans le même sens que la moquerie. Mais comment? Je sais pas, Gorge. Bastien va penser à quelque chose. Bastien songe aux paroles de Maury. Dans le même sens que la moquerie. Il lui vient soudain une idée. Il fait frétiller son nez, bombe le torse et montre ses muscles en disant « Ouais, c'est moi, super lapin !» Les enfants ont l'air surpris. Une fille aux longues tresses demande « D'où viens-tu, super lapin ?» Bastien réfléchit rapidement. « Je viens du super marché !» dit-il. « Ah ouais, vraiment ? Alors, il mange quoi, super lapin ?» lance avec défi le garçon aux taches de rousseur. « Des super carottes, bien sûr, dit Bastien en faisant semblant qu'il saisit une grande carotte grand format dans ses pattes et la croque, 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 croque. » Le garçon aux taches de rousseur se met à rire. « Hé, donne-moi une bouchée de cette carotte. »« Fini les folies, les enfants, dit Madame Cormier. Il faut se calmer et se mettre au travail. » Donc ça, si vous voulez, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut détecter du harcèlement et comment on peut essayer, au tout début, de ne pas être seulement dans cette idée de victime passive, mais aussi de participer. Parce que plus on va participer, plus on va s'inclure dans le groupe. Et on le verra à la fin du livre, il va y avoir un autre garçon qui va arriver, qui est un peu dans bon point et qui essaye de faire sa place dans l'école. Et lui aussi va être victime de harcèlement. Et immédiatement, Bastien, qui a souffert de ça, va tout de suite l'inclure. Donc, si vous voulez, cette idée, elle est intéressante. Il y a d'autres petites recommandations de pouvoir proposer en fait à l'enfant qui généralement, surtout dans les petites classes, se sentent absolument démunis. Voilà, je vous propose une autre très rapide, je vous en parlais, ce sont les contes à guérir pour l'art de l'oralité. Les contes à guérir, c'est toute une série de contes qui ont été publiés chez Bayard. Contes à guérir, c'est une collection qui existe. Là, je vous présente La princesse sans bouche, qui pose la question de l'inceste. Donc ce n'est pas le harcèlement, c'est autre chose. Il y a d'autres choses qui existent dans cette collection que je vous propose de découvrir, qui est aussi absolument efficace et qui trouve les mots justes pour ne pas traumatiser l'enfant. Voilà, pour conclure, puisque je sais que mon temps est compté, gardez vraiment en tête cette notion d'importance de l'art dans un cadre de prévention, dans un cadre, je dirais, post-harcèlement aussi, et puis pour pouvoir proposer à l'enfant de se reconstruire dans le cadre d'un harcèlement. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vois une question. Oui. Je voulais savoir depuis quand ça existe. Je n'étais pas au courant de cette possibilité. Alors en fait, ça existe. Elle n'est pas du tout développée, ni dans les médias, ni dans. C'est pas, on en parle. Enfin, je n'ai pas entendu parler. Voilà. Alors en fait, c'est un mouvement qui va être global au niveau sanitaire. On essaye de repenser le soin, on essaye même de repenser la santé pour essayer de montrer que tout n'est pas dans la chimie. Parce qu'avant, quand on avait un problème, on imaginait au niveau harcèlement que ça peut aussi être, vous savez, la fameuse Ritaline, hein, une question de rétablissement de l'humeur, etc. Donc, c'est tout un travail qu'on appelle de santé globale. Et la docteure Claire Georges, qui est présente, vous en parlera également, puisqu'elle officie à l'hôpital Saint-Louis. L'idée, c'est de se dire que dans la santé, il n'y a pas seulement la question de traiter le mal en termes chimiques, il y a aussi tout ce qui va être comportemental, culturel et artistique et d'art-thérapie. Et aujourd'hui, on peut se former en art-thérapie. Ça existe depuis une quinzaine d'années. Ça s'est développé beaucoup dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a des initiatives d'hôpitaux. Alors, par exemple, fantastique, le Canada fait des prescriptions muséales. C'est-à-dire que les médecins ont le droit de pouvoir faire une ordonnance pour aller au musée gratuitement, pour justement permettre à la personne d'être guérie par la beauté. Si vous lisez Le Lambeau, qui est le livre merveilleux d'un des survivants du Bataclan, il dit que ce qui lui a permis de survivre, c'est de voir la beauté des œuvres d'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce rapport à l'art comme étant
vraiment constitutif en fait du bien-être. Alors on ne dit pas qu'il remplace tout ce qui va être médicamenteux, surtout dans tout ce qui est pathologie, mais qui vient comme complément. Je vous conseille aussi de suivre l'artiste Claire Aupert, O-de-P-E-R-T, qui elle a créé le pansement Schubert. Le pansement Schubert, c'est l'air de violoncelle qu'elle fait avec des personnes en fin de vie, qui ont du mal à pouvoir supporter la douleur de leurs médicaments, de leurs traitements. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir écouté ce pansement Schubert, cet air de Schubert, eh bien, la douleur décroît, et on le voit scientifiquement, de plus de 60%. Et donc, on arrive à leur faire accepter. Donc, il y a vraiment, par la musique, par le dessin, par le théâtre, par toute forme d'art, des choses absolument bouleversantes. Et, je vais quand même encore un peu prêcher pour ma paroisse, allez sur le site de l'UNESCO. Tous les 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Et moi, je la mets sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous trouverez dans les pages UNESCO cette initiative que j'ai faite qui s'appelle Art et dignité humaine, avec art et soins, avec art et activisme, et puis art à l'éducation à la paix. Vous trouverez des choses aussi merveilleuses au niveau éducation pour les enfants, et en particulier sur le harcèlement. Tout se trouve sur le site de l'UNESCO. Merci. Merci de votre question. Je suis le docteur Claire Georges, je suis médecin à l'hôpital Saint-Louis. Et on s'est rencontré avec Gila. Et je voudrais vraiment te remercier. Cette intervention, elle est tellement en cohérence avec ce qu'on essaye de prôner. C'est vrai que le soin, c'est beaucoup plus que la dimension médico-technique. Et c'est vrai que l'art dans toutes ses dimensions, et ça résonne tellement avec ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans l'association L'Humain au cœur du soin qu'on a monté à Saint-Louis, et que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit les livres. On a monté un groupe de lecture, justement, on a partagé ce livre Le Lambeau qui parle tellement de ce que c'est que l'humain profond et vraiment la vertu thérapeutique du lien humain, mais qui a un point qui est inimaginable de bienfait. Et on met, alors, il ne s'agit pas de remettre en question la technique, mais on perd trop la force, la puissance de ce lien humain et de l'art en particulier. Juste, je pensais à une personne que j'ai rencontrée récemment qui s'appelle Eva Ménard. C'est une artiste, réalisatrice, chanteuse, et en fait qui a une épilepsie et qui a été révélée tardivement. Elle a passé 10 ans à avoir des crises et avoir honte de ses symptômes qui n'étaient pas identifiés. Et elle a fait des recherches, des travaux, et elle s'est entourée de différentes personnes, dont des neuroscientifiques, etc. Elle a monté une sorte de consortium pour faire de la recherche. Et justement, il y a une œuvre de Mozart qui est très bien connue, une sonate particulière, qui a prouvé qu'elle réduit le nombre de crises d'épilepsie. Donc il y a des travaux comme ça. Et depuis qu'elle a utilisé ça, elle est passée d'une crise par semaine à une crise par an. Donc voilà, donc on a vraiment des choses à faire en commun extraordinaires, et voilà, c'est pour aller dans ce sens-là. Merci Désolée. de ta présence. Merci Gila. merci à vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, juste, ça marche pas? Si ça marche? Pardon. Je voulais vous remercier. C'est vrai que votre intervention m'a bluffé et m'a renvoyé. Vous avez parlé de Ritaline et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai un petit de 6 ans qui est hyperactif, traité par Ritaline. Et un jour, il y avait un concours de dessin, dessiner une plage. Et tous les gamins de sa classe ont dessiné la plage telle qu'ils l'aperçoivent horizontalement. Et lui a dessiné sa plage vue d'avion. Et c'était la seule plage, mais hallucinante, avec tous les détails. Et il s'était projeté. Et bon, en discutant, alors il me dit, tu sais, je ne vais pas gagner le concours. Et je dis, pourquoi tu ne vas pas gagner le concours? Parce que je ne vois pas la plage comme les autres. Incroyable. Et en fait, il a gagné parce qu'ils ont été frappés par son ingéniosité. Et il m'a dit, tu vois, quand tu passes en avion, c'est comme ça que tu la vois. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Et si on peut l'aider de cette manière et supprimer la Ritaline, J'en suis persuadée. Ils font beaucoup d'expérimentations aux États-Unis, qui sont les champions de la Ritaline malheureusement. Et on voit que petit à petit, en fait, non seulement les doses se diminuent, mais jusqu'à complètement disparaître. Grâce à l'art, donc il faut que chacun puisse trouver l'art qui lui convient. Mais je pense qu'avec sa faculté de prise de recul, puisque c'est ça, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit l'art qui l'ait révélé.
Et je pense qu'il y a quelque chose qui va passer en termes cathartiques par l'art, ça c'est sûr. Il a quel âge vous avez dit ? Non, à l'époque, il a maintenant 8 ans. 8 ans, très bien. Eh ben, écoutez, je vous offrirai un livre avec plaisir, comme ça vous lui ferez écouter de ma part et vous verrez si l'art de l'oralité peut le toucher également. Merci de votre témoignage. Si personne ne veut prendre la... Merci à vous. La parole, je la prendrai pour moi-même et juste pour remercier Gila. Et alors moi je travaille à l'association Mahavar, donc on n'est pas dans le harcèlement à l'école, hein, mais on se sert de l'art, notamment dans notre maison relais, avec des ateliers où l'art est quand même fait partie prenante. On fait des visites dans les musées. Enfin, je veux dire, l'art est malgré tout reste aussi très importante dans le social aussi. Merci. Voilà. Et faut inviter Gila. Ah bah oui. Ouais, mais volontiers. Et on voulait même faire du théâtre alors pas du théâtre de l'opprimé, mais comme tu disais, du théâtre forum. Théâtre participatif. Ouais, on voulait faire ça dans notre maison relais. Bah, je viendrai avec plaisir. Avec plaisir, on t'accueillera. Merci. Bien. Merci de votre écoute à tous. On fait une petite pause de 5 minutes. Non. On fait une petite pause de 5 minutes, allez, d'accord ?